Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 14 février. Je vous donne les titres de votre journal. Et le 14 février, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Les Montpelliérains sont-ils plus ou moins généreux que la moyenne nationale? Nous avons posé la question. La crise devient aiguë. Par contre, sur les temps de taux, l'exploitation des coquillages est interdite depuis début janvier. Les professionnels ne comprennent plus pourquoi, malgré les bons résultats des études sanitaires, cette interdiction est maintenue. Le syndicat Force ouvrière est en force à Montpellier. Ils sont 2700 délégués à avoir investi le Parc Expo pour leur 22e congrès. Incontournable donc, Saint-Valentin, la fête des amoureux, comme 34% des Français. Selon une étude très sérieuse, vous préférez les fleurs, une étude très sérieuse du site américain de rencontre Smart Date. Dans cette enquête, le site dévoile que les amoureux américains sont plus généreux que les Français. Ils prévoient de débourser 2 fois plus, 60 à 80 euros contre 20 à 40 euros pour les amoureux français. Les Américains préfèrent les bijoux, les Français plutôt les fleurs. Les Français offrent aussi parfois de la lingerie, voire des week-ends. Jessica Péris et Edgar Santander ont mené l'enquête sur les préférences des Montpelliérains. Ce matin, ce n'était pas vraiment le bal des amoureux sur la place de la Comédie. Certains romantiques sont quand même sortis, ont mis la main à la poche, mais combien ont-ils mis? Je dirais 60 euros pour la journée. Et vous êtes plus fleurs que bijoux? Oui. Parce que les bijoux, on ne sait jamais si ça va vraiment faire plaisir, tandis que les fleurs, Toujours. ça fait souvent plaisir. Trentaine d'euros, on va dire. Saint-Valentin, pour moi, c'est plus... ça se marque plus avec des fleurs à offrir que forcément un cadeau tel que des bijoux. Une centaine d'euros à peu près? Oui, 100 euros, ouais. On n'avait pas prévu un budget réservé à la Saint-Valentin. On n'a pas d'obligation non plus. C'est un peu comme on le sent. Et parmi les grands gagnants de cette journée, les fleuristes. Les Français restent attirés par les bouquets de fleurs. Cela semblerait plus romantique, plus spontané. C'est une fête qui fonctionne très bien, donc il faut nous souhaiter que ça fonctionne cette année. Et les années précédentes, vous aviez eu... Oui, c'est une fête, ça fait partie de nos grosses fêtes de l'année. Il y a Noël, Saint-Valentin, fête des mères, 1er mai. Mais en principe, la Saint-Valentin, c'est une très bonne fête pour les fleuristes. Pour les amoureux aussi, la Saint-Valentin est avant tout une occasion d'extérioriser des sentiments amoureux ou d'affection quelconque. Je vous donnerai une nouvelle piste pour fêter la Saint-Valentin, mais ce sera en fin de ce journal. Moins joyeux, la situation des ostréiculteurs de l'étang de Thau. Début janvier, l'étang a été fermé à l'exploitation après des analyses sanitaires. Une situation qui s'éternise. Les professionnels ont commencé à réagir plus violemment. C'était vendredi dernier. Ils ont remis ça aujourd'hui en bloquant la route départementale entre Sète et Ballaruc à hauteur de l'hôtel d'agglomération de Thau Agglo. Merci à Stéphane Robert pour ces images. Ils ont également brûlé un radar fixe qui était de l'autre côté de la route, le feu ayant pris et dévalé le fossé. Nous avons joint Philippe Ourtin, c'est le président de la section régionale conchylicole. Nous l'avons joint par téléphone vers 17h à la fin de cette manifestation. On l'écoute. Alors on retrouve Philippe Ourtin, vous êtes toujours sur place, hein, vous êtes le président de la section régionale conchylicole, vous êtes toujours sur place là devant l'hôtel d'Agglo de Thau, et vous avez décidé de bloquer la route depuis cet après-midi. Oui, bien sûr, oui. Pour un peu se faire entendre par rapport justement à tout ce qui est la fermeture du bassin de Thau, qui est vraiment injuste par rapport à ce qu'on vit, quoi. Alors justement, on avait l'impression, c'est depuis quelques semaines maintenant, hein, ça fait pratiquement un mois, que... Oui, ça fait 6 semaines que le bassin de Thau est fermé à la commercialisation. Que, au départ, ça se passait en bonne intelligence entre vous, les professionnels, et puis donc les personnes en charge du contrôle sanitaire, et puis apparemment, là, ça dérape. Ben oui, bien sûr. Nous, tant qu'on restait dans une logique de protocole que l'on connaît et qui est appliquée à toute la France, on était... si vous voulez, on était conscient de la situation. Maintenant que tout est redevenu à la normale, on reste fermé toujours pour des tests qui ne sont pas reconnus du tout, que ce soit pour l'Europe ou le national. Et donc on reste fermé sur des principes de précaution qui sont vraiment exagérés. Parce que là, pour vous, donc la crise sanitaire, qui a entraîné la fermeture de l'étang, pour vous, c'est levé, c'est fini, c'est terminé.
Mais bien sûr, maintenant elle est derrière nous, cette crise sanitaire. On comprenait très bien, vu le dysfonctionnement qu'il y avait eu, que la fermeture de la vente et la commercialisation, maintenant la situation est redevenue à la normale, donc il faut arrêter un peu ce principe de précaution, ou alors qu'on l'applique sur tous les aliments que l'on mange actuellement. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc il y a eu cette manifestation importante avec un blocage que vous êtes en train de lever en ce moment. Vous allez faire quoi? Mais le blocage a été fait vendredi aussi et aujourd'hui, et on va continuer, si vous voulez, à mettre la pression par rapport à l'État, puisque c'est l'État et la DGL et le ministre qui doit nous entendre par rapport à ces revendications et ces demandes. Et on demande à tous les politiques régionaux et départementaux et également tous les politiques du pourtour du bassin de Thau de nous soutenir, puisque notre légitimité n'est pas remise en cause, parce que on a, si vous voulez, tous les éléments pour dire que nos produits sont sains et bons. Philippe Hortin, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation téléphonique, et puis on va croiser les doigts pour que les choses s'améliorent de votre côté. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Et la préfecture de l'Hérault a réagi en fin de journée en annonçant qu'un protocole a été mis en place qui permet la commercialisation, mais après purification des lots de coquillages. La préfecture a annoncé également que l'État prendrait en charge financièrement la première analyse de chaque lot. Nous avons joint à nouveau Philippe Hortin cette fin de journée, et les professionnels rejettent ce soir ce protocole proposé par la préfecture. C'est une bonne nouvelle. Par contre, les 11 marins bloqués depuis le 30 octobre 2010 sur leur bateau, le Rio Tagus, dans le port de Sète, vont pouvoir rentrer chez eux. Le bateau avait été arrêté pour des raisons techniques et commerciales. Dès demain, 8 marins ghanéens vont retrouver leur famille. Un Ukrainien partira la semaine prochaine. Un Égyptien attendra encore un petit peu avec les événements qui se passent en Égypte. Le commandant également reste sur place. Ces billets sont financés par le gouvernement français, mais rien n'aurait été possible sans la solidarité au quotidien de 15 associations sétoises, dont le Sea Men's Club, spécialisé justement dans le suivi de ces naufragés involontaires. Le 16 février prochain, Giorgos, je crois que l'on dit comme ça, un militant de la CNT, la Confédération nationale du travail, sera jugé à Montpellier. Ce dernier a été arrêté en octobre dernier lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Si 4 autres personnes arrêtées en même temps ont été relâchées sans poursuite, Giorgos a refusé, lui, de se soumettre à un prélèvement d'ADN. Un refus passible d'1 an de prison ferme et de 15 000 € d'amende. La CNT dénonce un comportement policier destiné à dissuader les gens d'aller manifester. On écoute Bruno Guéret au micro de Jean Brun. L'exemple de Giorgos est un exemple de criminalisation du mouvement social. Cet exemple-là, il sert à plusieurs choses pour l'État, pour le gouvernement. Il cherche évidemment à discréditer l'ensemble des manifestations, des mouvements sociaux en général. Il sert aussi à faire peur à l'ensemble des personnes qui s'opposent aux politiques sécuritaires ou aux politiques antisociales du gouvernement. Certains, je pense, se posent la question de la participation ou non à des actions parfois même minoritaires ou des actions même de masse, parce qu'ils se disent qu'ils encourent des risques énormes. Et on parle de démocratie, de liberté de s'exprimer, de liberté de la presse ou autre. Mais quand on se rend compte que ne rien faire de grave peut conduire à de la prison ou peut conduire à des amendes terribles, que quelqu'un comme lui ne pourra pas supporter, forcément, ça va, déjà qu'il y a peu de gens parfois qui osent descendre dans la rue, oser se mettre en avant, ça diminuera encore le nombre de personnes qui oseront le faire. Donc c'est encore un moyen d'affaiblir le mouvement social qui, globalement, n'est pas extrêmement puissant aujourd'hui. Le syndicat Force Ouvrière, justement, a investi Montpellier depuis ce matin. La Confédération organise son 22e congrès. Ça se passe au Parc Expo jusqu'à vendredi. Un congrès qui doit fixer les orientations du syndicat pour les 3 ans à venir. Un congrès qui doit aussi normalement réélire son secrétaire général, Claude Mailly. 2700 délégués sont attendus. Jean Brun les a presque rencontrés un par un. En revendiquant 500 000 adhérents, Force Ouvrière se flatte d'être la 3e puissance syndicale en France. Depuis ce lundi, les 2700 représentants des unions départementales et des fédérations sont réunis en congrès au Parc des Expositions de Montpellier. À cette occasion, ils devraient reconduire Jean-Claude Mailly à la tête de la centrale pour 3 ans et définir la future ligne de conduite de FO.
Ça nous permet effectivement de faire le point sur tout ce qui se passe au niveau national, au niveau local. Ça nous permet aussi de faire le point sur les actions qui ont été menées depuis le dernier congrès et puis de donner la marche à suivre pour le futur. Ça nous permet aussi de nous retrouver entre toutes les branches syndicales de tous les corps de métier finalement qui se retrouvent au sein de Force ouvrière. En pleine crise des vocations syndicales, FO revendique un certain nombre de succès dans le récent conflit des retraites. On dit toujours qu'en France, le syndicalisme n'a pas prise. Regardez les grands mouvements sociaux. En 1995, ça a été énorme. Il y a eu plusieurs millions de personnes dans la rue. Dernièrement, il y a eu encore plusieurs millions de personnes dans la rue. On a essayé d'accuser Force ouvrière, de dire que Force ouvrière était isolée parce que Force ouvrière n'avait pas les mêmes positions que les autres centrales syndicales. Or, le 15 juin, à nous tous seuls, nous avons mis près de 80 000 personnes dans la rue. C'est ça l'isolement ? Isolement peut-être pas, mais FO aura bien besoin de ce congrès pour trouver à convaincre de nouveaux adhérents. Un cinéma vient de renaître à Montpellier. Vous avez peut-être connu le Diagonal de Celle-Neuve et peut-être regretté sa fermeture. En 2007, la ville a racheté l'ensemble pour en faire un cinéma de quartier ouvert et dynamique avec des films d'auteur, mais pas que. Il y aura aussi des séances jeunesse ou des ciné-discussions. Le parrain, c'est José Garcia qui était présent samedi pour inaugurer sa salle. Olivier Brachard y était également. Il a lui rencontré Michael Delafosse, l'adjoint au maire en charge de la culture. Il nous parle budget et financement. La municipalité a investi, les Montpelliérains, 500 000 € pour rénover cette salle. Il faut signaler que l'Union européenne a versé 130 000 € à la municipalité de Montpellier pour nous aider dans ce projet. Et ensuite, il y a une subvention de fonctionnement qui nous permet de fonctionner et surtout de faire en sorte qu'il y ait des tarifs très sociaux. La place la plus chère, ce sera 6 €. Pour les enfants, ce sera 2,50 €. Pour les personnes âgées, ce sera 4 €. Voilà, j'espère que vous avez noté les tarifs, sinon ce sera à revoir sur Internet ou dans les rediffs. Olivier Brachard vous en a parlé dans Sport Sud. Le MHR a réalisé une excellente performance samedi en début d'après-midi en s'imposant face aux champions de France Clermont-Ferrand, 29-9, la victoire plus le bonus. Du coup, le MHR reprend la 3e place au classement à 1 point seulement du Racing, 2e. Résumé. 4-0 face aux champions de France, une victoire bonifiée malgré des occasions ratées face à des Montferrandais qui avaient pourtant préparé le match sérieusement en séjournant 3 jours dans la région. Le MHR a sans doute franchi un cap samedi après-midi à Dumanoir. Les jaunâtres, comme on les appelle, affichent d'entrée des bonnes intentions malgré les absences de cadres comme Domingo, Parra ou Rougerie. 3e minute, Brock James passe un drop, Montpellier y répond par une pénalité. Chez les Bleus, il manque Trinduc, mais l'Argentin Fernandez, replacé demi d'ouverture, va faire oublier l'international français. Santi prend le trou et envoie le Fidjien Nagusa à l'essai. 10-3. Nagusa est tout près de doubler la mise sur ce coup de pied rasant de Fernandez. L'artiste fidjien est stoppé dans son élan par un hors-jeu pas du tout évident. Rageant aussi 7 en avant de Ouedraogo alors que l'essai n'était plus qu'une formalité. Mais au bout de cette action incroyable, Julien Thomas offre à Fakaté le 2e essai, 15-3 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le MHR est dans un temps faible. Clermont n'inscrit pas d'essai, mais Brock James est efficace sur pénalité. 15-9, on craint le pire pour Montpellier. Mais la pression défensive du MHR reste excellente. Et sur cette possession montpelliéraine, Figalo s'extire peu du molle pour aplatir dans l'embut Clermontois. Le bonus offensif est gagné, reste à parachever la fête par un essai splendide du capitaine Ouedraogo. La passe au pied de Fernandez est magistrale. Bess et Béchu peuvent se tomber dans les bras. Dumanoir exulté comme jamais. Le club de Montpellier a désormais des certitudes. Il peut logiquement avoir des ambitions pour cette fin de saison. Et les playoffs, c'est en vue. Et puis l'autre perf de ce week-end pour les sportifs et sportives montpelliérains, c'est la belle victoire des filles du basket, du BLMA, qui sont allées l'emporter dans le Schnorr, là-haut à Arras, 61-52. Du coup, elles retrouvent leur 2e place. Et puis, je vous l'avais promis en ce début de journal, la Saint-Valentin, des idées et peut-être une idée. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier, un petit peu original. C'est un calendrier édité par une manade, mais pas n'importe
laquelle? Une manade qui n'a pas de taureau, parce que normalement une manade c'est un élevage de taureaux, ça s'appelle la manade Sambiao, mais en tout cas ils ont un beau calendrier. Nicolas Pinchino. Des fleurs, du parfum, du chocolat, des sous-vêtements, voilà les cadeaux phares de la Saint-Valentin. Mais en Camargue, une bande d'irréductibles gardiens a décidé de se mettre à nu pour présenter un calendrier très particulier. On essaye de promouvoir les traditions camarguaises de manière ludique et décalée, très décalée. Un calendrier de Saint-Valentin qui va donc de février à février et qui cette année présente la vie à la manade. Ainsi, l'hiver c'est le travail en pays qui est mis en avant, puis quand arrivent les beaux jours, on les retrouve dans les villages pour les abrivades. Pour réaliser les clichés de ce calendrier, la manade Lu Sambiao n'a pas hésité à engager un grand photographe parisien. My name is Louis Lagerfeld. Voilà. Fils caché de Karl Lagerfeld. Mon papa, mon sang, ma vie. Il m'a fait ses bottes sur mesure. 36. Ah, c'est super pratique à marcher. Très vite, le photographe a pris ses repères dans ce milieu très particulier des manadiers et finalement s'est senti très inspiré au Masbanda où réside le cheptel de la manade Lu Sambiao, avec notamment son taureau phare, le 421. On a monté un groupe de taureaux pour essayer d'être solidaires parce qu'il nous faut travailler comme des bêtes. Ils nous donnent pas bien manger. Oui, je suis pas soufflé quand même. 16 mégapixels. Ah, ça décoince, hein. Et flash intégré. La manade Lu Sambiao a donc décidé de vous vendre du rêve. Le calendrier est en édition limitée. Pour se le procurer, contactez le Pélo directement sur le Facebook Manade Lu Sambiao, qui a dit que la Saint-Valentin ne pouvait pas être sexy et romantique à la fois. C'est toi le Pélo? J'ai fait un cœur, un cochonou. C'est pour toi. C'est pour un profond amour, le respect pour toi. Je dirais merci. Voilà, sexy et romantique à la fois, vous l'avez noté. J'espère que vous allez nous rester fidèles après ça. Et en attendant, très bonne soirée à tous et encore une fois, excellente Saint-Valentin.